Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. Salut les amis. Bonsoir. Cette semaine, nous allons revenir ensemble sur quelques grands thèmes qui ont marqué l'année. Ce soir, nous parlons de la crise politique qui a perduré dans notre pays tout au long de 2025. Les gouvernements se succèdent à un rythme soutenu. Faute de majorité, l'Assemblée semble plus fracturée que jamais et les députés tentent de s'initier, tant bien que mal, à une fragile culture du compromis. À 17 mois de l'échéance présidentielle, la politique semble discréditée dans l'opinion. Alors les Français sont-ils fatigués de leur démocratie? Pour en parler ce soir, Jérôme Fourquet, un essayiste qui prend le pouls du pays au fond de ses éprouvettes, les sondages du département opinion de l'IFOP qu'il dirige et qui partage ses analyses dans de nombreux ouvrages. Il échangera avec Hélène Desplanques, réalisatrice notamment d'un documentaire qui dissèque une expérience de démocratie directe inédite mais sans lendemain, les cahiers de doléances recueillis à l'issue du mouvement des Gilets jaunes. Et en fin d'émission, nous vous retrouverons les amis Alix Van Pé et Théophile Cossat. 2 tunnels transalpins viennent de rouvrir leurs portes après des mois de rénovation. Le tunnel du Mont Blanc et le tunnel de Tende, très empruntés en cette saison. Et ben moi, je vous parle d'un autre tunnel sous les Alpes, entre Lyon et Turin, en construction depuis 2001. Et c'est pas fini, ça sera le plus long tunnel ferroviaire au monde. Ce chantier pharaonique, je vous raconte comment ça marche. Quel chantier, Théophile. Et vous, Alix? Eh bien, je vais vous parler d'un type d'histoire qui nous fascine particulièrement. Pas les histoires d'amour, pour une fois, même si c'est tout à fait fascinant, mais les histoires de diamants volés. Il y en a eu un paquet en 2025. Pourquoi ça nous fascine? On verra ça. À tout à l'heure, Alix. C'est parti pour ce hors-série de 28 minutes. Bonsoir et bienvenue, Jérôme Fourquet. Bonsoir. Laissez-moi vous présenter Anne Ndiaye Bonsoir. et Bonsoir. Marion Lourd. Bonsoir. Bonsoir. Jérôme Fourquet, analyste, essayiste, vous publiez Métamorphose française, état de la France en infographie et en images au Seuil. C'est pas votre premier ouvrage. Depuis déjà de nombreuses années, vous auscultez justement l'état de la société française. On se souvient notamment d'un livre paru il y a un peu plus de 6 ans, début 2019, qui s'appelait L'archipel français. Vous pointiez la fragmentation, l'émiettement, l'archipélisation de la société française. 6 ans après, votre diagnostic, docteur Fourquet, c'est pire? Alors, où c'est à peu près dans le même état, mais on voit comment cette archipélisation de la société française a aujourd'hui en miroir sa traduction dans l'hémicycle, avec une Assemblée nationale qui est plus morcelée que jamais, mais qui a, encore une fois, l'image de ce qu'on peut constater dans le pays. Justement, cette crise de la représentation politique que vous évoquez, elle s'aggrave depuis des années, et à l'été 2024, la dissolution de l'Assemblée nationale a consacré cette fragmentation dont les effets ont continué de se faire sentir tout au long de cette année 2025. Retour sur une année donc politiquement instable avec la mise au point d'Amira Swilem. C'est un vaudeville politique qui fait rire à des milliers de kilomètres de chez nous. On s'est couché avec un nouveau cabinet en France. On est arrivé ici ce matin, oups, plus de premier ministre. C'est éphémère, ça, quand même. C'est vite. Dissolution surprise, paralysie du Parlement, valse ministérielle. Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel. Avec 5 premiers ministres en 2 ans, un record sous la Ve République, la France semble devenue Ingouvernable. La France est-elle devenue ingouvernable? On est un peu dégoûté et bon, on s'intéresse de moins en moins à ce qui se passe parce que voilà, il n'y a pas de solution qui semble convenir. C'est plus qu'une crise entre les groupes, c'est un changement de régime. La crise actuelle révèle au grand jour un effritement qui remonte à loin. En 2017, l'alternance gauche-droite avait été balayée par l'irruption d'Emmanuel Macron. En 2018, les Gilets jaunes avaient exigé, sans succès, le référendum d'initiative citoyenne. En 2022, une assemblée sans majorité absolue devenait de plus en plus improductive. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Face à cette situation, le désordre politique est désormais le premier sujet de préoccupation des Français, avant l'inflation, la dette ou encore l'immigration. C'est ce que révèle une étude récente du Cevipof. Les expressions récurrentes. Un président qui n'écoute pas son peuple. Les politiques ne pensent qu'à eux. Dictature. Le système est à bout de souffle. Dessinent les contours d'une défiance qui interroge la légitimité même du système politique.
Alors, peut-on parler de fatigue démocratique en France? La fragmentation politique est-elle le miroir d'une société de plus en plus polarisée? Comment réconcilier les citoyens avec la démocratie? Vaste programme, vaste ambition. Alors Jérôme Fourquet, 1 an et demi après la dissolution de l'Assemblée à l'été 2024, aujourd'hui, quel est l'état d'esprit de l'opinion, l'état d'esprit des Français par rapport au spectacle notamment donné à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils sont exaspérés, fatigués de ce désordre? Est-ce qu'ils espèrent un grand coup de balai? Ou est-ce qu'ils espèrent, à l'inverse, est-ce qu'il y a un message qui est de l'ordre de mettez-vous d'accord, voilà, on en a marre de vous voir vous déchirer, mettez-vous d'accord, ou est-ce que c'est les deux? Alors d'abord, les Français ne sont pas unanimes sur la question. Une partie de l'opinion attend justement ce que vous indiquiez, c'est-à-dire une forme de consensus ou de coopération entre les forces politiques, quand d'autres, notamment les électeurs du Rassemblement national ou de la France insoumise, eux considèrent qu'il faut retourner aux urnes, qu'il faut une nouvelle dissolution, qu'il faut redonner la parole à la population. Donc on a une opinion qui est divisée sur ce qu'il convient de faire. Si on veut essayer de trouver des points de convergence, c'est plutôt sur l'atmosphère, l'état d'esprit, qui se partage entre une forme de lassitude. Et il y a aussi de l'inquiétude. L'inquiétude qui se traduit dans les comportements, par exemple avec de l'épargne, qui est à un niveau très élevé aujourd'hui, avec une inquiétude fiscale, en disant à quelle sauce va être mangé. Et on a un pays qui est un peu en suspens. Jérôme Fourquet, est-ce que vous ne prenez pas, vous, sondeur, votre part de responsabilité aussi ? Parce qu'on dit qu'on pâtit aussi d'une obsession pour la présidentielle. Alors les sondages se multiplient déjà, alors qu'on est quand même à plus d'1 an de cette échéance. Est-ce que vous en êtes en quelque sorte responsable, puisqu'il y a 2 sondages par mois en ce moment, et puis que c'est déjà depuis l'année dernière ? Alors oui, on peut prendre sa part de responsabilité, mais vous voyez que les écuries se mettent en place assez progressivement. Mais où est la poule et où est l'œuf ? Je pense que, par exemple, les déclarations d'Édouard Philippe ont assez peu à voir avec la publication de sondage de l'IFOP. Édouard Philippe demandant la démission du président de la République. Voilà, et vous voyez que la stratégie des différents états-majors politiques est totalement indexée sur cette idée de la présidentielle. Est-ce que ça veut dire d'ailleurs que cet outil que vous utilisez, que vous produisez, le sondage, est en train de devenir aussi un instrument de sélection des candidats? On sait que les partis ont parfois, pour certains, un mauvais souvenir du système des primaires, du choix par les militants ou par des électeurs, des sympathisants. Est-ce que là, les sondages, cette fois-ci, vont jouer un rôle tellement important que c'est finalement eux qui vont faire office de sélection des candidats? Alors, ce rôle joué par les sondages date pas d'hier. Ça fait un moment déjà que cette mécanique est instituée. On aura peut-être quand même néanmoins des primaires qui vont s'organiser. On voit qu'à gauche, on réfléchit là-dessus. Et puis, il y avait quand même aussi une espèce de forme d'hypocrisie dans notre culture politique qui consistait à dire, vous savez, la Ve République avec un suffrage universel direct, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Mais comment se fait cette rencontre? Selon quelle modalité? On va parler tout à l'heure des cahiers de doléances. Et donc, notamment dans la culture gaulliste, c'était voilà, ça s'imposait de fait. Il faut bien essayer de mesurer tout ça. Alors, l'Institut pour lequel vous travaillez, l'IFOP, publie donc de nombreux sondages, de nombreuses études d'opinion. Et certains de ces sondages portent d'ailleurs sur des sujets très inflammables. Oui, il y en a eu 2 récents. Le premier, c'est celui sur les musulmans de France, intitulé précisément « État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France ». Il a été publié le 18 novembre et on y apprend que 59% des 15-24 ans estiment que la charia doit être appliquée dans les pays non musulmans et que 4 jeunes sur 10 ont de la sympathie pour les islamistes. Plusieurs spécialistes ont immédiatement critiqué la méthodologie, regrettant notamment le lien problématique entre sursaut de religiosité et islamisme. Et la controverse a pris rapidement une tournure judiciaire. Déjà, 4 associations musulmanes ont porté plainte contre l'IFOP, vous accusant de violer le principe d'objectivité de la loi de 1977 sur les sondages d'opinion et de renforcer les amalgames avec des questions orientées. Ensuite, c'est votre institut qui a porté plainte contre 2 députés LFI, Paul Vanier et Bastien Lachaud, qui avaient remis en cause le sérieux de votre étude. Et enfin, c'est LFI qui a saisi la justice le 5 décembre dernier, dénonçait un sondage
je les cite, fondée sur une méthodologie très contestable, faisant l'objet de nombreuses remises en cause scientifiques. Et puis, il y a eu un deuxième sondage contesté. C'est celui que le ministère de l'Enseignement supérieur avait commandé pour dresser un état des lieux de l'antisémitisme dans les universités. Et cette fois, ce sont les présidents d'universités qui se sont opposés à la diffusion de ce questionnaire auprès de leurs étudiants et personnels, contestant encore la méthodologie. Début décembre, le ministre a finalement décidé d'arrêter cette enquête. Jérôme Fourquet, c'est légitime, donc, qu'on puisse critiquer la façon dont vous nous posez des questions? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Comme c'est légitime d'investiguer tous les sujets, même ceux qu'on sait être assez sensibles. Mais il faut, nous, c'est notre point de vue, il faut qu'on éclaire le réel. Et donc, on essaye de le faire de la meilleure façon possible. Donc, on est bien évidemment ouvert aux critiques. Mais vous voyez comment, on parlait de polarisation tout à l'heure, on a un paysage politico-médiatique qui commence à se structurer un peu à la manière de ce qu'on a observé avant la première victoire de Donald Trump aux États-Unis, avec eh bien des camps qui se tranchent, des sujets qui gênent, vous voulez dire, des sujets qui gênent, et on veut casser le thermomètre plutôt alors on que veut regarder casser le thermomètre, sur l'islamisme ou sur l'antisémitisme. Mais on va aussi, vous voyez, sur des invectives, etc. Les dépôts de plainte qui ont eu lieu concernent notamment tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, avec des menaces qui sont proférées, etc., etc. Et on voit que la température augmente assez fortement. Oui, parce que des sondeurs de l'IFOP ont été menacés. Hein. Tout à fait. Voilà, justement, comment vous expliquez que vous qui êtes observateur, vous deveniez une cible, en fait? Bien parce que, alors encore une fois, on peut critiquer un certain nombre de questions, etc. Mais ce qui manifestement dérange, c'est les résultats qui sont produits et que certains considèrent comme ne devant pas être publiés. Voilà, c'est une réalité qui dérange. Donc vous diriez qu'il y a un risque de censure sur certains sujets sensibles, voire explosifs? C'est sans doute le but recherché par la polémique qui a été lancée sur ces sujets-là. C'est-à-dire que ensuite, l'IFOP ou un autre institut va sans doute réfléchir à deux fois avant de relancer une enquête de ce type en disant si c'est pour s'embarquer dans ce type de polémique. On voit que tout ça est quand même compliqué à faire. Et encore une fois, les choses se tendent et se polarisent assez fortement. Alors les choses se tendent justement, y compris donc sur le plan politique et sur le plan démocratique. La crise démocratique en cours peut-elle accoucher d'un changement de culture politique, apprendre le compromis, sortir de l'obsession présidentielle qu'on évoquait à l'instant, voire recourir au mode de scrutin proportionnel? Ce sont autant de pistes nouvelles dont nous avons beaucoup débattu cette année sur le plateau de 28 minutes. Regardez. Dans le moment actuel, où les institutions représentatives, que ce soit les syndicats, les associations, les partis, les parlements, sont critiqués, je ne participerai pas à cet antiparlementarisme général à l'égard des institutions représentatives. Même si le Parlement est sans dessus-dessous comme actuellement. Si vous n'avez pas de représentation, vous avez un rapport direct entre le chef et le peuple. Et ça, c'est le populisme. Et le président de la République a dit il y a des blocages parlementaires, c'est pour ça que je veux recours au référendum. Voilà, c'est une option. Mais il y a d'autres manières de débloquer la situation. Par exemple, adopter la représentation proportionnelle. Si vous adoptez la représentation proportionnelle, vous avez, regardez ce qui se passe en Allemagne, vous avez des alliances, des coalitions difficiles, mais des coalitions qui se font et qui marchent. Je ne pense pas du tout que la proportionnelle serait une thérapeutique adaptée à la situation que nous vivons. Pourquoi ? Je pense que la proportionnelle présente de très nombreux défauts. Elle conduit paradoxalement à éloigner, je pense, les députés de leurs électeurs. Les députés ne doivent leur siège à la proportionnelle qu'aux états-majors de parti, ou principalement à ces derniers, bien plus encore que ça n'est déjà le cas aujourd'hui. L'autre élément, c'est le fait qu'on connaît beaucoup moins les élus au scrutin de liste. Demandez autour de vous combien de personnes pouvez-vous citer sur la liste pour laquelle vous avez voté lors des élections européennes. Après, il y a évidemment un argument, un dernier, qui me paraît important, c'est le fait qu'à la proportionnelle, on favorise la fragmentation qu'on connaît déjà avec un scrutin majoritaire aujourd'hui, et cette fragmentation, on en voit aujourd'hui les périls. Les Français sont césaropapistes. Ils ne sont pas enclins au compromis. Ils ont besoin d'un chef. Est-ce qu'on ne peut pas changer? Je pense qu'on peut difficilement changer plus de 250 ans d'histoire. Césaropapisme, ça veut dire la parole d'un seul homme, besoin d'un chef. Et la culture politique française s'est alignée sur cela. Et quand on a essayé de faire autre chose, ça n'a pas fonctionné. Moi, je pense que c'est les institutions qui produisent la culture politique. Et donc, le mode de scrutin, c'est un outil parmi d'autres pour construire une forme justement de rapport entre les partis, etc. De la même façon que le scrutin majoritaire a eu des effets de disciplinarisation
sous la Ve République, disciplinarisation des députés. Donc vous misez sur la proportionnelle pour instaurer cette culture du compromis, Et moi, je pense petit à petit, et la l'infuser. proportionnelle, c'est un outil qui permet de sortir en douceur du présidentialisme, parce que justement, qui permet de transformer la culture politique. Il y a certes une question de culture politique, il y a plus de difficultés en France aujourd'hui à trouver des compromis, mais je trouve aussi qu'il y a vraiment 3 blocs idéologiques à l'Assemblée qui ont du mal à se mettre d'accord pour des raisons de fond et qui d'ailleurs ne se recoupent pas exactement sujet par sujet au sein de l'électorat. C'est ça qui est intéressant, c'est quand on regarde des sondages, alors, ce ne sont que des sondages, certes, mais on voit que sur certaines questions, il y a des majorités de 65%, 75% sur des choses où, que ce soit la fin de vie d'ailleurs, ou même le statut de la fonction publique, bizarrement, où les partis sont beaucoup plus divisés que les Français. On arrive quand même au bout d'un système, la Ve République, qu'il faut à minima la remanier. La remanier, voilà, la changer, donner un peu plus de pouvoir aux citoyens, en fait. Moi, je serais presque allée jusqu'à utiliser cette Assemblée nationale qui a eu une grande participation au dernier scrutin et qui est assez représentative, du coup, des Français, pour en faire une constituante. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui n'arrivent pas à s'entendre sur une demi-mesure sur l'ISF, la taxe Zuckman, je ne sais quoi, sur l'AME, parle plutôt des institutions. C'est une crise de régime, pas uniquement une crise démocratique ou éthique. C'est dans l'entre-deux, mais pas loin. Je pense qu'il y a les 3. On est dans une crise politique, on est dans une crise démocratique, on est dans une crise de la représentation. Pour moi, on n'est pas encore dans une crise de régime, mais à mon avis, si Sébastien Lecornu tombe, si un autre tombe, si je ne sais quoi, on est au bord. Jérôme Fourquet, est-ce que, comme le disait Jean-Philippe de Rosier, les Français césaro-papistes seraient prêts à renoncer à des choses, à changer des choses, et par exemple l'élection au suffrage universel de président de la République? Alors je pense que n'est pas né celui qui va retirer aux Français leur droit et leur pouvoir d'élire le patron. Ça, c'est... alors même si on voit qu'il y a des effets délétères, parce qu'on fait naître énormément d'attentes sur une personnalité... mais notre culture politique a été façonnée comme ça. Alors, je partage pas mal des analyses qui ont été faites sur, j'allais dire, la relation très complexe qui se noue entre une culture politique et des modes de scrutin. C'est-à-dire qu'effectivement, un scrutin majoritaire produit un certain nombre de mœurs politiques que ne produit pas la culture parlementaire. Quand le président de la République appelle de ses voeux les partis à s'entendre, à travailler ensemble, c'est juste faire une révolution copernicienne par rapport à la façon dont on a toujours fonctionné en France. Et il n'y a pas que du césaropapisme, il y a autre chose. Il y a cette idée que nous sommes historiquement, depuis la Révolution française, dans une espèce de guerre civile plus ou moins larvée, en tout cas symboliquement parlant, entre une gauche et une droite. Et celui qui gagne l'élection, notamment à la présidentielle, c'est 50% des voix plus une. Et bien ensuite, il a tous les pouvoirs pour appliquer son programme. S'il y avait une phrase, à mon avis, qui symbolise cette culture politique, c'est une phrase qui avait été prononcée en 1981, par un député socialiste, André Léniel, qui avait répondu à un député de droite, c'était sur la loi sur la nationalisation de pans entiers de l'économie. Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Et donc ça, je pense que ça résume très bien notre culture politique, c'est-à-dire celui qui gagne a les manettes et ensuite il déroule son programme. Et donc le fait de se dire, maintenant, plus personne va être capable de gagner tout seul, donc il va falloir faire des compromis. Je pense que tout ça va mettre beaucoup de temps à ce que les Français acceptent cette idée-là et que les acteurs politiques également. Moi, j'ai la faiblesse de penser que beaucoup d'acteurs politiques sont persuadés que ce qu'on vit là est une parenthèse qui va se refermer à leur profit. C'est-à-dire que la prochaine élection présidentielle, ils gagnent et ils font tapis. Ils ont de nouveau une majorité, on repart comme avant. Ils vous disent, non, on va apprendre. Alors que pour vous, cette fragmentation du paysage politique, justement, cette diversité, elle est là pour longtemps. On est entré dans un nouveau cycle. Ah oui, je le pense très... Bon, on le voit d'ailleurs. D'ailleurs, vous brossiez déjà cette fragmentation de la situation politique, des sensibilités, dans votre précédent ouvrage, il y a 2 ans, qui s'appelait La France d'après, tableau politique. On a, depuis l'été 2024, beaucoup, les observateurs, les acteurs politiques aussi, accablent Emmanuel Macron pour avoir dissous l'Assemblée nationale et provoqué le chaos qu'on observe depuis maintenant 18 mois. Mais en fait, cette dissolution, elle n'a fait que refléter une fragmentation qui préexistait. C'est pas la dissolution qui a créé cet émiettement. Non, et alors, avec effet de bord supplémentaire, le Front républicain, qui a abouti à ce qu'on ait une Assemblée nationale qui ne reflète que très imparfaitement le rapport de force, puisqu'on se souvient que 200 candidats de gauche
et macroniste avaient été retirés au soir du premier tour. Et donc la dynamique RN avait été en grande partie freinée. Et pour autant, on a quand même ces trois blocs assez irréconciliables. Avec un lourd discrédit de l'opinion à l'endroit des partis. Hein. À l'endroit des partis, effectivement, qui, on le voit, hein, ne cessent de baisser dans l'opinion, sauf un, finalement, qui semble s'en tirer, c'est le Rassemblement national, avec en novembre dernier, par exemple, un sondage Odoxa qui donne Jordan Bardella gagnant si la présidentielle avait lieu aujourd'hui face à n'importe quel autre candidat au second tour. Et c'est pas étonnant pour le député RN de Moselle, Laurent Jacobelli. Quelle que soit la force politique en face de nous, nous gagnons. Et c'est très simple, parce qu'ils ont tous gouverné. Tous les autres qui sont mis en face, là en l'occurrence de Jordan Bardella, mais ça aurait été la même chose face à Marine Le Pen, ont participé au désastre. Ils ont participé à la dette de 3 400 milliards, ils ont participé au matraquage fiscal, ils ont participé à l'immigration massive, à l'insécurité. Et ils s'entretiennent en ce moment, ils se tiennent par la barbichette en gouvernant tous ensemble. Alors Jérôme Fourquet, tous les partis discrédités, sauf le RN, parce qu'on n'a pas encore essayé, en clair ? Alors, il y a cet argument qui est ancien maintenant, mais qui rencontre un vrai écho dans le pays, c'est manifeste. Hein. Rappelons-nous quand même ce qui s'est passé en 2017 avec le surgissement d'un candidat, Emmanuel Macron, qui avait écrit un livre qui s'appelait Révolution, excusez du peu, qui promettait le dépassement du vieux clivage gauche-droite. Donc on avait essayé, selon la formule, et la gauche et la droite, et la droite et la gauche. Et là, on avait quelqu'un qui proposait autre chose. Et 8 ans après, on voit que le macronisme est dans une impasse. Et donc, une partie de la population se dit, effectivement, il y a une option politique qui n'a pas encore été essayée, c'est le Rassemblement national. Donc ça, c'est dire le discours de fond. Et puis, il y a un discours qui est plus conjoncturel, c'est face à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, la formule de M. Jacobelli, là, on se tient par la barbichette, etc. Le RN, lui, campe sur son Aventin et dit, nous, on ne mange pas de ce pain-là. C'est le premier groupe, quand même. Oui, mais vous voyez qu'il participe assez peu aux négociations. Alors, attention avec ces... Alors qu'il voulait le faire l'année dernière avec Michel Barnier, d'ailleurs. Voilà. Il a changé attention avec ces sondages, parce que, en fait, il y a deux enseignements de notre point de vue majeurs des dernières législatives. Alors, elles remontent maintenant il y a un an. C'était d'abord la très forte dynamique du Rassemblement national, qui est incontestable, avec plus de 30% des voix au premier tour, 40 députés élus dès le premier tour. Mais le deuxième fait, c'est qu'au deuxième tour, il y a un front républicain qui s'est reconstitué et qui a montré qu'il y avait encore une majorité absolue de Français qui ne voulaient pas se résoudre à l'option d'une victoire du Rassemblement national. Il y a quand même autre chose qui est assez préoccupant, c'est le grand pessimisme des Français en général. 91% pensent que le pays va dans la mauvaise direction, c'est plus 13 points. Comment vous expliquez cette évolution ? Alors, l'évolution, elle est quand même assez simple à comprendre. On a un pays qui est politiquement et institutionnellement à l'arrêt. On a parlé tout à l'heure de cette épargne de précaution. Beaucoup de Français se disent on ne sait pas à quelle sauce nous allons être mangés. Vous voyez du côté des associations, du côté des collectivités locales, les budgets ne sont pas votés. Donc, Mais ça fait longtemps que les Français sont très pessimistes. On est même recordman du monde du pessimisme. Alors là, j'essaie de répondre sur la hausse récente et maintenant sur le stock initial de pessimisme. À quoi ça tient ? Voilà, la thèse que je défends est la suivante, c'est que nous sommes aujourd'hui une puissance moyenne, alors que nous nous sommes vécus et qu'on nous a raconté pendant très longtemps que nous étions encore une grande puissance. Et quand on est... C'est un sentiment de déclassement, vous Oui, diriez ? quand on est on est ici sur une chaîne européenne, quand vous prenez par exemple l'Espagne ou l'Italie, ça fait longtemps que ces sociétés ont intégré le fait qu'elles étaient des puissances moyennes. Et elles le vivent très bien. C'est pas déshonorant d'être une puissance moyenne sur une planète à 6 ou 7 milliards d'habitants. Sauf que nous, pendant très longtemps, notamment avec la Ve République, notamment avec tout cet héritage gaulliste et gaullien, on s'est raconté, on s'est perçu comme étant encore une grande puissance. Alors qu'en fait, on est moyen et c'est déjà bien. Comment reconnecter les Français à la démocratie ? Les politiques eux-mêmes envisagent de recourir parfois à de nouveaux outils comme les conventions citoyennes ou le référendum. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises sur notre plateau cette année. Regardez. On démarre avec le graphique du jour, Benjamin. C'est celui qui montre dans cette étude de Fracture française l'immense défiance vis-à-vis des partis politiques. 10% seulement des Français
en ont une bonne image. C'est abyssal, Blanche Leridon, c'est pas nouveau donc, mais ça s'accentue. Comment vous expliquez cette défiance? Depuis 2024 et la dissolution, il y a une forme d'incompréhension de la part de nos concitoyens sur la façon dont se comportent les acteurs politiques et en particulier les partis politiques qui sont très directement accusés d'être à l'origine de ce qui se passe, faisant passer leurs intérêts personnels devant les intérêts du pays, incapables de se mettre d'accord à l'Assemblée nationale, souhaitant un jour rejoindre un gouvernement de coalition et le lendemain claquant la porte. Donc il y a, et puis il y a aussi une désaffiliation partisane dans notre pays qui est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'avant, les partis pouvaient compter sur des centaines de milliers de militants et d'adhérents. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Vous n'êtes pas favorable au référendum, mais est-ce que c'est pas un moment, là, maintenant, pour revivifier cette démocratie française? Un référendum sec. Ex nihilo, quoi. Ex nihilo, sans débat. Ouais. Enfin, pardon, mais il y a une campagne avant. Ou un débat, oui, mais un débat avec les partis politiques, les politiciens, etc. Il faut que les citoyens s'en emparent. Et à ce moment-là, une des conventions de citoyens, comme ça s'est fait en Irlande sur l'avortement, sur le divorce, comme ça s'est fait en Islande sur la rédaction d'une constitution, une convention citoyen pendant 1 an peut déboucher sur un référendum. François Boulot. Est-ce que c'est quelque chose qui est à vos faveurs, le référendum? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il est encore possible maintenant, dans les circonstances actuelles? Moi, vous savez, je suis issu d'un mouvement, les Gilets jaunes, qui défendait le référendum d'initiative citoyenne. Alors, je ne vais pas vous dire le contraire. Quelle était l'idée derrière ça? Vu le résultat dans lequel on est aujourd'hui, on n'a plus confiance dans ces gens. On va faire nous-mêmes, en fait, ce que les dirigeants n'ont pas été capables de faire. Et donc, pouvoir se réexprimer de temps en temps, pour pouvoir dire maintenant, ça suffit. Bon. Là, on donne ce cap-là, et maintenant, vous vous y tenez. Emmanuel Macron, il en a conscience. Et c'est pour ça qu'il a essayé d'inventer des nouvelles formes. Quand il fait le grand débat post-Gilets jaunes, c'est pour retisser du lien. Quand il fait le Conseil national de la refondation en 2023, OK, personne s'en souvient et ça n'a pas bien fonctionné, sauf que c'était quand même une façon de retisser le lien. Quelque part, quand il dissout l'année dernière et qui reconvoque les élections législatives, ça part du même sentiment. Sauf qu'aujourd'hui, la démocratie, elle est malade. Et pour l'instant, personne n'a trouvé le remède pour faire en sorte que, justement, tout le lien entre ceux qui nous représentent et le peuple soit retissé. La tendance chronique qu'il y aurait en France à un pessimisme qui cesse de se renforcer, etc. Moi, je ne le ressens pas comme ça du tout. Vous le ressentez Non, pas je ne le ressens pas comme ça. Localement, moi, ça fait 25 ans que je suis élu. Oui. J'ai jamais vu autant dans les territoires ruraux la capacité de faire de la transformation, de renouveler l'offre démocratique, de l'implication des gens. Donc à l'échelle locale. C'est à l'échelle locale. C'est pour ça que la question de réinventer, de refonder la République depuis la commune, elle est pertinente. On l'a déjà vécu dans l'histoire. En 1945, quand il y a les cahiers de doléances et les états généraux qui sont montés par le CNR, c'est ce qui s'est passé. Ils sont repartis par la commune parce que l'État était défaillant à l'époque. On se rappelle, pendant la guerre, c'était quand même autrement plus important. Et par contre, il faut écouter le cœur et le souffle. Et le cœur et le souffle est encore extrêmement présent parmi les Françaises et les Français. Il n'y a pas de difficulté ou d'inquiétude là-dessus. Alors bonsoir Hélène Desplanques, merci de nous avoir rejoints pour discuter avec nous justement, décrypter cette crise démocratique. Vous êtes réalisatrice, documentariste, vous avez réalisé le documentaire Les Doléances, diffusé l'an dernier sur France Télévisions. C'est un documentaire qui se lance à la recherche des cahiers de doléances issus du mouvement des Gilets jaunes qui était ouvert dans toutes les mairies du pays. D'ailleurs, l'enquêteur en chef de votre documentaire, on vient de le voir à l'instant à l'écran, c'est Fabrice d'Allongeville qui est maire d'un petit village de l'Oise, Auger-Saint-Vincent, et c'est lui qui se lance donc à la recherche des cahiers de doléances. Et la première chose qu'on apprend dans votre film, Hélène Desplanques, c'est que ces cahiers, ces fameux cahiers, ce sont vraiment des cahiers, c'est-à-dire très soignés, parfois écrits à la main, très bien présentés. Il y a vraiment un travail, un vrai labeur qui a été fait par des centaines de milliers de Français. Ce sont des objets républicains, c'est un patrimoine que le peuple a créé. Et c'est un patrimoine... ce qui est étonnant, c'est que je pense qu'il a été déconsidéré. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand même incroyable de se dire qu'aujourd'hui, on a 20 000 cahiers. Alors, effectivement, souvent des vrais cahiers d'écoliers. Oui, moi j'imaginais toujours la secrétaire de mairie qui s'était dit, tiens, lundi, je vais aller au centre commercial du coin chercher petit carreau, grand carreau, petit format, grand format. Bah oui, et il y a une créativité, j'ai envie de dire, dès que vous posez le cahier dans les archives, avant même de l'ouvrir, avant même de lire les textes, rien que dans l'intitulé. Parce que ce que je trouvais, moi, génial, c'est que Emmanuel Macron, dans une archive, dit...
on va les appeler cahiers de droits et de devoirs, parce que cahiers de doléances, ça fait un petit peu désuet. Et alors, évidemment, vous en avez la moitié, c'est cahiers de doléances, hein, donc voilà. Et puis, vous avez cahier de la colère et de l'espoir. Vous avez cahier des gilets jaunes. Enfin, rien que dans l'intitulé, voilà, ils ont créé finalement un objet à eux. Il y a des mots qui reviennent pas mal, par exemple, des chercheurs analysent, il y a petit et grand qui revient beaucoup, les petites communes, les grandes écoles, etc. Puis il y a des revendications qui sont de plusieurs ordres, le pouvoir d'achat et puis la démocratie directe. Est-ce que c'est surprenant pour vous, Jérôme Fourquet, d'entendre que c'est ça qu'on trouve dans les cahiers de doléances? Non, alors petit et grand, ou il y a petit et gros aussi. Oui. Les grands élus, petits élus, petits patrons, oui. les sénateurs. Les sénateurs en prennent souvent pour leur grade. Les maires sont relativement épargnés. Le pouvoir d'achat, c'est quand même cette crise, c'était quand même une taxe sur un des produits les plus consommés, qui est le carburant. Et puis vous évoquiez les doléances. Il y a quand même aussi, moi, ce qui me frappe beaucoup, des réminiscences très fortes avec la période révolutionnaire. On appelle cahier de doléances, vous rappelez les gens qui avaient des bonnets phrygiens, d'autres qui avaient bricolé parfois aussi des guillotines. Et donc c'était la remise en cause d'un certain nombre de privilèges. Encore une fois, les gros et les petits. Donc il y a toute cette culture-là qui revient et qui est quand même, on parlait tout à l'heure de culture politique, on voit que quand il y a une crise comme ça, on s'appuie sur ce qu'on a en magasin et c'est la référence qu'on avait, c'était ça. Si je peux modérer un peu, en fait, dans cette idée, quand les gens n'ont pas lu ces cahiers, ils se disent les doléances, ça va être des plaintes, ça va être... Eh bien, pas du tout. Moi, ce qui m'a enchantée, c'est qu'il y a une appétence pour la démocratie, en fait. Et par rapport à thème d'aujourd'hui, les gens ont envie de faire partie de la chose publique. Les gens se racontent aussi, ils racontent leur vie, c'est ça? On leur donne l'occasion de s'exprimer. Et on passe pas par un sondage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de questions posées au préalable. Et donc, c'est liberté de s'exprimer. Donc, il y a vraiment des propositions. C'est ça qui est très fort. C'est-à-dire que les gens se disent... je me mets à la place d'un homme ou d'une femme politique et je propose des solutions. C'est plus des solutions que des plaintes. Et puis, il y a aussi, effectivement, moi, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est la singularité des écrits. C'est-à-dire que dès que vous découvrez un texte, vous découvrez une histoire, vous découvrez quelqu'un derrière le texte. Concrètement, qu'on comprenne bien, ils sont devenus quoi aujourd'hui, ces cahiers de doléances? Où ils sont? Qui les a consultés? Personne? Alors, à part vous et Fabrice Dallongeville. Parce que vous dites, on peut reprocher à juste titre au chef de l'État de finalement les avoir rangés dans un placard sans que personne. Mais personne ne s'en est servi, pas non plus les partis politiques, les syndicats. Ça c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que, alors le premier à devoir le faire, c'était quand même celui qui avait lancé l'opération, hein, donc Emmanuel Macron. Parce qu'aujourd'hui ils sont numérisés pour autant. Non. Aujourd'hui, ils sont accessibles dans les archives départementales. Voilà, totalement accessibles. Par contre, nous, ce qu'on appelle de nos voeux, avec Fabrice Dallongeville et quelques autres, c'est que la promesse de départ de Sébastien Lecornu, d'ailleurs, qui était en charge du grand débat national, c'était de dire, évidemment, nous sommes à l'heure du numérique, la Startup Nation, etc. On va mettre en place une plateforme numérique pour que tout à chacun puisse avoir accès à ses écrits. C'était quand même la moindre des choses. Ça, c'est pas le cas. Et ça fait déjà, on avait dit, 7 ans. Voilà, ça fait 7 ans déjà. Il y a une des demandes qui était autour du référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que ça, c'est complètement enterré? Ou alors, est-ce que ça a encore des chances de renaître aujourd'hui? En fait, le RIC, dans les cahiers, il est très présent aussi, mais parce que, c'est ce que je vous disais, globalement, il y a une grande demande de démocratie, de plus de participation. Et donc, je pense que tout ce qui ira dans ce sens-là pourra apaiser justement ces relations tendues dont vous avez parlé entre le peuple et les élus. Et paradoxalement, moi, ce que j'ai quand même réalisé en faisant tout ce travail d'enquête, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est celui qui a le plus demandé la participation citoyenne. Il n'a fait que des Grenelles et des conventions citoyennes pour le climat, etc. Mais ce qui est délétère, c'est qu'il n'en a jamais tenu compte, il n'y a jamais eu de devoir de suite. Et ça, c'est très dangereux, moi, je trouve. Justement, sur le référendum, Jérôme Fourquet, le référendum en général, Emmanuel Macron, comme le disait Hélène Desplanques, il en parle beaucoup, il en a parlé à plusieurs reprises, sur plusieurs sujets. Pourquoi il ne le fait jamais? C'est à lui qu'il faut le demander. Alors, je pense pas un président n'a convoqué un référendum depuis 20 ans, depuis le référendum de 2005. Alors, je pense que ça a laissé pas forcément de bons souvenirs sur la Constitution européenne. Alors, de bons souvenirs à celui qui avait convoqué le référendum, et puis de bons souvenirs aussi aux 55% de Français qui avaient voté non à ce référendum qu'on leur a fait quelque part avaler ou avaliser par la voie parlementaire derrière. Nicolas Sarkozy ensuite avec le traité de Lisbonne. Pour répondre à votre question,
c'est un grand classique en sciences politiques, le risque du référendum, c'est que ça se transforme en plébiscite sur le président. C'est-à-dire, quel que soit le sujet, on ne va pas se prononcer sur le bien fondé du projet ou du texte, mais sur l'opinion qu'on a du président, le message qu'on va envoyer. C'était typiquement ce qui s'était passé en 1969, quand le général de Gaulle a été défait à son référendum, et il en avait tiré la conclusion gaullienne que, étant défait, il partait. Donc c'est pour ça que les successeurs du général de Gaulle ont manié avec beaucoup de précaution cet instrument, mais effectivement, Emmanuel Macron, dans son discours, a très fortement joué sur cet argument-là, sans pour autant aller jusqu'au bout de la logique et de la démarche. Même si on a vu aussi que certaines conventions citoyennes n'aboutissaient pas à cause du Parlement lui-même et du blocage. On peut penser à la convention citoyenne sur la fin de vie, qui a rendu son rapport adopté à 92% il y a près de 3 ans maintenant, 2 ans et demi. Et pour l'instant, c'est toujours enlisé au Parlement, en l'occurrence. Donc c'est aussi la crise politique qui contribue à bloquer ces outils de démocratisation. Oui, mais moi, je ne voudrais pas qu'on confonde ce blocage en fait, des institutions et la fatigue démocratique d'un peuple comme ça, dont on parle beaucoup. Et moi, j'y crois pas du tout. Moi, ce que j'ai lu dans ces Fabrice textes... Dallongeville, qu'on voit dans votre documentaire, lui, il n'y croit pas aussi. Vous non plus? Alors justement, une note d'optimisme. Mais oui, mais parce que nous, on a lu ces textes et qu'au contraire, déjà, la mobilisation était énorme. Vous avez 20 000 cahiers, mais vous avez 2 millions de contributions numériques. En fait, que ce trésor-là, on lui est marché dessus, déjà, c'est hallucinant. Comment on peut se dire qu'on va réconcilier les Français avec la politique et envoyer valser tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont produit, ces dons démocratiques. Bon, ça mis à part, évidemment que dans ces cahiers, ce que nous, on a lu avec Fabrice, c'est un amour déjà de la démocratie, en fait, de dire le peuple, l'intelligence collective. En fait, c'est ça qu'on trouve dans ces cahiers. Et des fois, on sent bien que la personne qui écrit a lu le texte d'avant. C'est-à-dire que les gens lisaient le cahier en entier et des fois réagissaient au texte d'avant. En fait, ils faisaient agora, quoi, dans le cahier. Merci Hélène Desplanques. On a compris que la plupart des acteurs politiques, eux, ne sont pas allés voir ce qu'il y a dans les cahiers mis en question. Bien sûr, vous, en tant que sondeur, vous y êtes allé, bien sûr, Jérôme Fourquet. Alors nous, on n'y est pas allé, on avait sondé les Français, mais il y a des chercheurs qui le font, département par département. Et voilà, ça vous donnera une occasion d'y retourner. Exactement. En l'occurrence. Merci à tous les deux. Merci Hélène Desplanques. Merci Jérôme Fourquet d'être venu débattre sur ce plateau de la crise démocratique en France. Dans un instant, on va retrouver les chroniques de Théophile Cossa qui va se saisir de l'ouverture d'un nouveau tunnel dans les Alpes pour nous expliquer comment ça marche, un tunnel. Et Alix Van Pé qui, elle, va explorer les ressorts de notre fascination pour les voleurs de bijoux du musée du Louvre au procès de Kim Kardashian. Mais avant cela, retrouvons l'iconoclaste David Castello-Lopez, cet individu plein de bon sens. Elle m'a posé des questions toujours très intéressantes, ce soir encore avec une interrogation fondamentale. Mais pourquoi utilise-t-on encore de vieilles bandes magnétiques ? Pourquoi utilise-t-on encore de vieilles bandes magnétiques ? Il y avait le plaisir de les rembobiner à la main, la joie de voir les magnétoscopes les avaler dans un bruit compliqué. Mais face à Netflix et Spotify, face aux tablettes et aux smartphones, les bandes magnétiques semblent être aujourd'hui le symbole d'une époque révolue. Sauf que vous savez quoi ? En fait, pas du tout. Intéressant. Alors pour être honnête, à part une poignée de gens obsédés par le vintage, plus grand monde n'achète de cassettes audio et de VHS. Mais il y a un domaine où la bande magnétique continue à avoir un succès mondial. Le stockage de données. Ah ouais ? Ouais. Entre 2019 et 2023, la quantité de bandes magnétiques vendues dans le monde a augmenté de 34%. La NASA par exemple, mais aussi Google ou encore le CERN, célèbre laboratoire de recherche en physique, utilisent des bandes magnétiques. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ne pas se contenter de disques durs ? Eh bien premièrement parce que la bande magnétique coûte 4 fois moins cher que le stockage sur disque dur. Et puis, elle est sensiblement plus robuste, ce qui fait que son espérance de vie peut atteindre 30 ans contre moins de 10 ans pour un disque dur. Autre point, elle est aussi beaucoup moins vulnérable au piratage et aux bugs informatiques. En 2011, par exemple, un bug chez Google a effacé les messages de plusieurs dizaines de milliers d'usagers de Gmail, pourtant stockés sur des serveurs en plusieurs exemplaires. Mais les données ont tout de même pu être récupérées. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles avaient également été sauvegardées sur bande magnétique. Reste que la bande magnétique a tout de même un gros défaut, elle est lente, puisque la tête de lecture, comme à l'époque des VHS, doit atteindre l'endroit que l'on souhaite consulter.
Mais à vrai dire, même ça, ce n'est pas très grave, puisqu'aujourd'hui, presque 2/3 des données stockées dans le monde sont dites froides. C'est-à-dire que ce sont des archives qui ont très rarement besoin d'être consultées. Bref, vous pensiez que la bande magnétique était le support de vos parents, ce sera peut-être encore celui de vos enfants. Intéressant. Très intéressant, comme toujours. Merci. Salut les amis. Salut Renaud. Et Théophile Cossa, bienvenue à tous les deux. C'est l'heure du tunnel, c'est donc à vous Théophile. Les tunnels du Mont Blanc et de Tende dans les Alpes viennent de rouvrir pour les fêtes après des mois de rénovation. Et vous nous parlez ce soir, Théophile, d'un autre tunnel qui sera lui le plus long du monde. Racontez-nous ce chantier, comment ça marche? Ouais, la ligne ferroviaire Lyon-Turin, un chantier pharaonique. Un rendez-vous quand il a commencé en 2001 et il ne sera pas fini avant 2033. Plus de 30 ans pour creuser un tunnel long de 57,5 km sous les Alpes entre Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie et Susa en Italie. Et je dis un tunnel, mais c'est en réalité 2 tunnels qui sont en train d'être creusés pour les 2 sens de circulation. 1500 ouvriers se relaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et d'un point de vue technique, le défi est énorme. En certains endroits, les futurs passagers circuleront avec 2000 mètres de montagne au-dessus de leur tête. Sur le tracé, il y a 14 géologies différentes, ce qui implique d'ajuster constamment sa façon de creuser. À l'heure où on parle, les ouvriers ont avancé d'environ 20 km sur les 57 et quelques. 20 km en 24 ans, c'est pire que le périph' parisien. C'est vraiment pas très rapide. Oui, ça paraît peu, mais en réalité, ils ont creusé bien plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à côté du tunnel principal, il faut percer plein de tunnels auxiliaires, des galeries d'accès à différents endroits pour pouvoir apporter du matériel, évacuer la roche. Au début, les ouvriers, ils y allaient à la dynamite, c'est la méthode traditionnelle. Chaque jour, ils faisaient exploser une charge de 700 kg. Avec cette méthode, ils avançaient de 3-4 mètres par jour. Mais maintenant que le chantier est bien avancé, vous savez, ils utilisent ces gros tunneliers, ces énormes foreuses. Le premier d'entre eux s'appelle Viviana, c'est son petit nom. Il a été mis en service fin septembre. Gros bébé, 10 mètres de diamètre, 180 mètres de longueur. 3000 tonnes, fait intéressant, fait assez dingue. Il a été assemblé sous terre dans une des galeries auxiliaires. Et là, ça va aller beaucoup plus vite en vitesse de croisière. Viviana, il peut creuser entre 10 et 15 mètres par jour. 6 autres tunneliers comme lui doivent être mis en service dans les 2 prochaines années. C'est quoi, dites-moi, l'objectif de ce tunnel? Elle existe déjà, la ligne de train Lyon-Turin? Oui, c'est vrai, elle existe déjà, mais aujourd'hui, il faut 4 heures pour relier les 2 villes. Avec le tunnel, ça ne sera plus que 2 heures. Et puis, surtout, il y aura beaucoup plus de trains en circulation. 300 par jour, c'est 6 fois plus que sur la ligne actuelle. Des TGV et des trains de marchandises qui pourront embarquer des camions. Aujourd'hui, 90% du fret qui transite entre les 2 pays passe par la route. L'idée, c'est de réduire drastiquement le nombre de camions en circulation. Reste que l'argument ne suffit pas à apaiser les opposants au projet qui dénoncent un désastre écologique, sans parler du coût. 11 milliards d'euros, 30% de plus que ce qui était prévu, un dépassement qui doit être pris en charge par l'État français et l'État italien, comme quoi le tunnelier Viviana ne creuse pas que le tunnel, il creuse aussi nos déficits. Oh là là, ça c'est envoyé. Merci Théophile. Bon, Alix, c'est à vous. Cette année 2025, Alix, a été riche en histoire de bijoux volés et c'est un sujet qui passionne le public. Et oui, alors parmi les scènes qu'on va retenir de 2025, il y a notamment celle-là, une nacelle qui monte lentement vers une fenêtre extérieure. Ouais, ça rappelle quelque chose, une fenêtre extérieure du Louvre. Vous connaissez la suite, la disqueuse, la vitrine brisée et puis les voleurs qui s'enfuient avec 8 joyaux de la couronne de France, dont ce très beau collier que j'aurais aimé avoir à Noël, en émeraude et en diamant. C'est dans 2 jours, on verra bien. 138 diamants. Quelques mois plus tôt, c'était les diamants d'une autre reine des réseaux sociaux, cette fois qui faisait la une, ceux de Kim Kardashian, en procès à la suite de son homejacking il y a 9 ans à Paris. Alors là, elle témoigne à la barre, à nouveau scintillante dans une rivière de diamants, donc des nouveaux diamants, pas ceux qui ont disparu. Dans sa chambre d'hôtel, un gang de braqueurs l'avait ligoté et mis en joue en 2016 avant de lui voler l'équivalent de 9 millions d'euros de bijoux, dont sa magnifique bague de fiançailles, légèrement voyante, d'environ 19 carats, de la taille d'un carré de chocolat. Les médias nous ont abreuvés de détails concernant ces 2 affaires. On connaît quand même le modèle des scooters des braqueurs du Louvre, des T-Max. On connaît aussi la couleur de la robe de chambre de Kim Kardashian lorsqu'elle a été attaquée, une robe de chambre blanche. Mais dites-moi, Alix, pourquoi un tel luxe de détails? Eh bien, parce que c'est à la hauteur de notre passion pour ces histoires, qu'elles soient réelles ou fictives d'ailleurs. Parce que Renaud, je suis sûre que vous avez pris plaisir à regarder La main au collet de Hitchcock, ou alors La Panthère rose, Le Casse avec Belmondo, ou Ocean's 8. Faut dire que
Ce sujet est vraiment spectaculaire, esthétique et il est haletant à la fois. Parce qu'une fois qu'il y a le vol de bijoux qui a eu lieu, s'ouvre alors un feuilleton de la traque et des tas de questions. Quel a été le modus operandi? Qui sont les cambrioleurs? Qui est le cerveau de l'histoire? Et surtout, évidemment, où sont les bijoux? Et est-ce qu'ils existent encore? Ou alors est-ce qu'ils ont été déjà dépecés et revendus quelque part sur la planète? Donc c'est quand même idéal pour stimuler notre imagination. Et déclencher notre soif de justice, bien sûr. Bien sûr que pas vraiment en fait, non. Étonnamment, les vols de bijoux sont peu condamnés par le public, surtout quand la violence est dirigée contre une institution et pas contre des personnes. Ça mène parfois à des situations inattendues, comme en 2022 à la foire d'art TEFAF à Maastricht, où des visiteurs sont restés assis, les jambes croisées, pendant que 4 cambrioleurs armés défonçaient des vitrines de bijoux à coups de marteau. Des criminologues se sont penchés sur ce moment un petit peu étonnant. Et ils ont expliqué que le lieu du crime, à savoir un espace culturel dans cette ambiance un peu feutrée, avait modifié la perception des personnes qui étaient sur place. Et donc, pendant cet événement qui était quand même objectivement dangereux, même si visiblement, eh bien, c'était moins impressionnant qu'un braquage dans un parking souterrain. Voilà, donc attention à ne pas nous laisser éblouir par l'éclat des diamants dérobés quand même. Voilà. Vous avez raison. Quelle bonne leçon, quelle sagesse. Merci Alix, merci à tous les amis. On se retrouve quand? Demain, ou même lieu et même heure, d'ailleurs, 20h05 pour une nouvelle émission hors série de 28 minutes. On va se quitter en musique avec un clin d'œil à votre chronique, Alix, à l'instant, puisque vous n'êtes pas tout à fait la seule à penser que les diamants, c'est les meilleurs amis des filles, c'est ça? C'est ce que chantait déjà Marilyn, non? Tchuss. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.